Bonjour, je suis Bonnie Campbell, je dirige le CIRDIS et j'ai le plaisir de partager cette table ronde avec mes collègues de la faculté. On a saisi l'occasion de l'ACFAS pour mettre ensemble les perspectives de 3 regroupements ou centres à l'intérieur d'une même faculté qui travaillent dans des perspectives interdisciplinaires. Et le thème portait sur la question de la mise en valeur des ressources extractives, que ce soit dans le secteur minier, énergie, autres, agriculteurs. Donc je passe la parole à mon collègue avant de faire nos synthèses du CEDIM. Oui, merci. Alors, je suis Rémi Bachand, je suis professeur de droit international au département des sciences juridiques de l'UQAM et aussi directeur du Centre d'études sur le droit international et la mondialisation, le CEDIM, qui est un centre qui s'intéresse essentiellement aux théories critiques en droit international, mais aussi en droit national et aussi en études internationales. Donc, on a, de par le passé, touché une multitude de sujets. Bonjour, je suis Nancy Ted, je suis directrice de la branche UQAM du GREPIP, le groupe de recherche sur les espaces publics et les innovations politiques. On est une équipe de recherche FRQSC basée dans plusieurs universités et puis notre problématique porte principalement sur les transformations du politique en Amérique latine qui viennent du champ extra-institutionnel, donc de la société, de la citoyenneté, des mouvements sociaux. Et donc, un des aspects très importants de la recherche qu'on mène, c'est l'activité des citoyens et des organisations sociales dans le champ des luttes autour des industries extractives. Alors, pour préciser un petit peu l'angle sous lequel j'apporterai quelques commentaires avant de passer la parole de nouveau à mes collègues et ouvrir une discussion à la salle, je voudrais mentionner que le CIRDIS, le Centre interdisciplinaire de recherche en développement international et société, a créé il y a quelques années un réseau international qui s'appelle Reinventera, qui implique des chercheurs qui travaillent sur l'Afrique, l'Amérique latine et l'Asie. Et dans le premier panel, on a eu justement des aperçus de ce type de recherches qui sont en cours, mais nos recherches nous ont amenés à travailler, grâce à une occasion d'un autre projet, à nous pencher aussi sur ce qui se passe au Canada et au Québec. Et mes commentaires vont traduire justement cette façon de voir le panel. Disons, pour situer un petit peu le contexte, je pense qu'on peut parler d'un durcissement ou d'un resserrement des rapports qui caractérisent les enjeux dans le secteur de mise en valeur des ressources naturelles du fait des conditions de compétitivité où ceux qui ont des postes de décision essayent de s'aligner avec des nouveaux enjeux, des nouveaux impératifs, et on voit se répercuter de façon absolument différente dans différentes situations ces nouveaux enjeux, que ce soit dans la législation canadienne, etc., ces enjeux de compétitivité qui font en sorte qu'on se resserre sur un modèle plutôt que de commencer à le remettre en question. À l'intérieur de cette grande réalité, une généralisation si vous voulez, il y a des multiples formes de mutations, de transformations en cours qui varient éventuellement d'une place à une autre, d'une région, d'un secteur. Mais ce qu'on a constaté à la fois nos travaux et ce qu'on a entendu aujourd'hui, c'est une crispation, un durcissement dans le type de mode de régulation. L'espace politique est en train d'être touché par cela. Ça se répercute par, au Canada, au Québec, la grande difficulté de faire des réformes même sur des codes miniers qui datent la philosophie de ces codes date du 19e siècle. Autrement dit, on est pris avec des lois minières qui reflètent une autre époque et qui rendent absolument impossible la notion de consultation dans la mesure que le claim au Canada, c'est immédiatement et sans possibilité de remettre en cause. Comment faire une consultation s'il y a un droit au premier venant de mettre son claim, son stake, son piquet qui prend la propriété. Donc, c'est pour vous dire qu'ici, ça se déroule d'une façon particulière. Dans d'autres lieux, ce durcissement et cette crispation se traduit par le rétrécissement des espaces de discussion et on a vu avec nos collègues d'Amérique latine et en Afrique et aussi les formes de violence et la criminalisation de l'opposition
parfois c'est très souvent une opposition très légitime pour défendre des intérêts. Et face à cela, donc face à ces différents scénarios, on peut voir évidemment des réponses différentes. Dans le contexte canadien, dont on a parlé ce matin, c'est intéressant de voir cette crispation avec les réglementations que l'on a, la fermeture finalement d'espaces de discussion, la manière que ça se répercute. On a un discours qui nous suggère que les améliorations, le progrès, le bien-être va venir non du secteur public, mais ce qu'on voit, c'est de plus en plus un transfert des responsabilités qui étaient avant publiques vers des acteurs privés, et on voit que les acteurs privés sont maintenant responsables d'organiser les consultations, d'établir les normes. Ils sont engagés dans ce que certains appelaient rule setting, rule making. C'est eux qui forment les règles. Ils discutent, et donc ce qu'on voit maintenant, c'est les enjeux de développement local deviennent l'affaire de l'industrie avec la communauté. Et il y a comme une acceptation du retrait des pouvoirs publics, la façon qu'on conceptualise l'intérêt public et le bien public est complètement transformé, mais aussi la question de perspective de temps. On est dans le court terme de la logique de la légitimisation des activités de l'entreprise. Donc, légitimation et résistance, c'est des mots qui, pour moi, étaient sous-jacents dans la discussion d'aujourd'hui. Les enjeux de légitimisation au processus en cours, différents niveaux, formes et aux conditions d'extraction. On a entendu ce matin une présentation extrêmement intéressante sur l'Irak qui montrait à travers le temps le rôle des institutions internationales dans la légitimisation du contrôle sur l'accès aux ressources pétrolières dans cette région du monde, qui vont d'une forme de contrainte directe, un contrôle politique direct, la mise en tutelle, mais après une espèce de sophistication des formes de capacité de mettre sous tutelle, la reproduction de ces situations à travers l'endettement. On a vu ça. Donc, c'était un bel exemple pour nous parler des formes de reproduction de contrôle. Et si on met ça un petit peu à jour, on a vu ça dans les années 80, que ce soit en Amérique latine 90 et 90 en Afrique, la réforme des cadres miniers, qui sont autant de façons de refaçonner, redéfinir l'espace public, l'autorité publique versus privée, et qui remet en cause la souveraineté. C'est ça qui est en jeu. La souveraineté, et quand on regarde les études de la Banque mondiale qu'on cite dans nos travaux, c'est la souveraineté de ces États explicitement qui est nommée. On veut les faire reculer face aux enjeux faire des conditions propices pour mettre en place un modèle. Et ce matin, on avait aussi une discussion intéressante sur le rôle des institutions internationales dans la création de normes et de pratiques dans le domaine de la santé pour faire conformer une nouvelle façon technocratique de voir la livraison des fonds pour la santé, qui remet encore une fois le rôle du secteur public, remet en question ce fameux système de performance-based financing. On a vu ici que ces normes sont imposées et intériorisées par un processus qui tente de faire accepter ces normes dans un processus qui est en cours dans le pays. L'exemple, c'était le Mali. Le faire conformer à un autre processus voulu par les bailleurs de fonds, qui est encore une fois une dilution du pouvoir centralisé et de l'autorité des États vers ces formes plus décentralisées. Donc, c'est intéressant de voir comment, dans cet exemple santé ou dans d'autres illustrations qu'on a eues, c'est la volonté de prolonger un modèle qu'on, dans nos travaux, on appelle investment-led, c'est-à-dire un modèle néolibéral d'ouverture qui implique une grande dépendance de ces régions, de ces pays sur des acteurs externes. Et c'est intéressant de voir, évidemment, on est arrivé à une position où les formes de résistance se multiplient. Et en après-midi, je laisserai la parole pour développer cela, juste simplement pour dire au niveau des formes de remise en cause, on a vu l'importance des enjeux identitaires et des recompositions que ça peut induire, et aussi l'énorme variété
évidemment le côté complètement non prédéterminé de ces modifications. Mais ce qui me frappait, et certainement ma collègue juriste aussi, quand on entendait parler des gains qui permettent une reconnaissance du code municipal au Guatemala et une reconnaissance juridique du droit de consultation, parce que c'est quelque chose qui a été gagné avec des luttes, mais c'est intéressant de voir qu'au Canada, on n'a pas ce type de possibilité de reconnaissance de consultation réglementée du fait que les négociations entre communautés autochtones et les compagnies minières sont des contrats privés de cas par cas. Et donc, si on décide de consulter à un moment donné, à un autre moment, qu'est-ce qu'on consulte sur quoi et comment tout ça va se faire, c'est des choses qui se discutent entre compagnies et communautés. Et intéressant comme tout, ça se passe dans des conditions qui manquent complètement de transparence parce que ces ententes sont des ententes qui ne sont pas publiques. Alors, c'est un peu pour contraster les situations et les nouvelles formes de résistance. Mais je pense que mes collègues auront beaucoup de choses à dire. Rémi. Beaucoup, je ne sais pas, mais au moins un peu. Je commence par dire que ça me semble un peu risqué d'essayer de faire une synthèse comme ça aussi à froid, surtout quand, comme c'est mon cas, on n'est pas un expert, mais loin de là, des enjeux qui ont été discutés. Et donc, je vais essayer de ramener ça autour de sujets que je connais, puis ça va me permettre, encore une fois, de jouer le marxiste/Gramscien de service. Donc, c'est autour de... Vous allez voir comment je vais articuler, moi, les lignes directrices ou les axes de convergence que j'ai identifiés. Je vais commencer par mobiliser les écrits d'un auteur qui a été cité ce matin, à savoir David Harvey, qui explique dans un livre d'il y a déjà une dizaine d'années que le capital ou que le capitalisme est actuellement dans une conjoncture assez particulière où il y a un surplus de capital et que ce capital-là doit absolument chercher des endroits où il peut investir. Et à défaut de quoi, il y a une chute importante du taux de profit. Donc, c'est une analyse qui est plutôt systémique. Donc, besoin du capital, évidemment, à faire du profit. Et dans le cas qui nous intéressait aujourd'hui, à savoir l'extraction des ressources naturelles et notamment des ressources énergétiques, c'est particulièrement important parce que ces ressources-là non seulement permettent au capital de faire du profit, mais sont aussi nécessaires à la production des autres matières qui lui permettent évidemment de faire du profit. Pour les États, ça incite, donc il y a une pression du côté du capital, mais il y a aussi une pression du côté des États qui cherchent à favoriser, à mettre en place les conditions nécessaires à cette réalisation du profit. Et donc, c'est ce qui amène à la mise en place d'institutions qui sont favorables à cette réalisation du taux de profit. Et évidemment, il faut adopter des pratiques qui permettent des investissements. Donc, cette première logique, il me semble, a été abordée par plusieurs conférences. Et je pense notamment à la conférence de Bruno Sarrazin et Stéphane Bernard qui nous ont parlé de la territorialisation et que moi j'ai compris comme étant ce processus de transformation du territoire dans une logique, en fait, qu'on peut interpréter comme étant ainsi une logique permettant de permettre des investissements. Ça peut passer aussi par la mise en place de régimes fiscaux extrêmement favorables dans les codes miniers ou les différentes lois sur l'expropriation ou le développement en fait dans le secteur minier. Là, je pense à la conférence de Bonnie Campbell et de Marie-Claude Prémont qui nous ont souligné cet élément-là. Je pense aussi, comme Bonnie l'a fait remarquer, à la mise en place de l'utilisation d'institutions de droit international pour favoriser, encore une fois, l'appropriation de ces ressources-là. Et je pense, là, cette fois-ci, à Michael Picard qui nous a parlé de ça dans le contexte irakien. On peut aussi penser à la mise en place de protections déficientes pour protéger l'environnement, comme Patricia Fonseca l'a fait, et ce qui mène à des catastrophes naturelles
comme elle nous l'a fait encore une fois remarquer. On pourrait aussi mentionner des changements de cap politiques de gouvernement qui, à l'origine, ont été élus sur des plateformes politiques plutôt progressistes. Et là, je renverrai à la conférence que nous a fait Manuel de la Fuente cet après-midi. Mais bon, une fois cette logique-là dégagée, il y a également une autre logique que je vois, et là, je resterai encore dans le registre marxiste, mais c'est à Gramsci que je vais plutôt renvoyer. Et évidemment, il y a cette idée que ces politiques-là et ces institutions-là ont besoin d'une légitimation, d'être légitimées, en fait. Et donc, on a besoin de légitimer ces processus-là. Et là, dans cette perspective-là, je renverrai encore une fois à la conférence de Bruno Sarrazin et de Stéphane Bernard qui nous ont parlé de manière critique de l'écotourisme, qui est une façon de légitimer le tourisme un peu partout sur la planète. Je renverrai aussi à la recherche de l'adhésion de la population grâce à des processus qui sont fortement contestables, en renvoyant encore une fois à la conférence de Bonnie Campbell et de Marie-Claude Prémont, à la légitimation des modes de financement dans le secteur de la santé qui sont directement reliés en fait à des processus économiques, encore une fois, d'exploitation des ressources naturelles. Et cette fois-ci, je renverrai à la conférence de Lara Gauthier, ou encore une fois, à la mise en place de mécanismes pour assurer la transparence dans encore une fois, dans le processus d'exploitation. Et là, c'est à la conférence de Constantia Kutuki que je renverrai. En dernier lieu, évidemment, ces processus de légitimation ne fonctionnent pas toujours et ça amène, dans bien des cas, à des luttes sociales. Et sujet qui a été au centre des conférences de l'après-midi. Et ces luttes-là, on l'a vu, peuvent bien souvent prendre la forme de luttes autochtones. Et là, il y a autant Manuel de la Fuente, encore une fois, que Jimena Cuadra, que Marie-Dominique Langlois qui en ont parlé. Ces luttes-là prennent aussi souvent une forme davantage féministe. Et là, c'est à la conférence, évidemment, d'Amelia Orellana, à laquelle je fais référence. Et bon, il me semble, moi, c'est les 3 axes de convergence que j'ai trouvés qui ont un peu transcendé ou qui ont traversé les 3 panels. Et là-dessus, je donnerai la parole à Nancy, qui saura nous instruire comme à son habitude. Merci Rémi. Au fait, j'ai aussi identifié, je dirais pas des axes transversales, mais j'ai noté au fur et à mesure une série d'affirmations ou de constats tout au long de la journée qui me semblent traverser différentes communications qu'on a entendues aujourd'hui. Je n'ai pas réussi à faire une synthèse aussi brillante que la tienne, mais je reviendrai en premier lieu sur, vous allez penser que c'est une marotte chez moi, mais sur la question du territoire et de la territorialisation. Je trouve que la première présentation de la journée a bien campé ce sujet-là, et c'est quelque chose qui est extrêmement important dans le champ qui est celui du GREPIP, parce que justement, il nous semble, pour ceux qui travaillons sur l'Amérique latine, qu'il y a eu un changement de paradigme au début des années 90 ou au milieu des années 90. On est passé d'une manière de considérer un certain type de conflit social basé sur la terre et la propriété de la terre à un paradigme où on envisage les conflits davantage sous le prisme du territoire. Et ça, c'est le produit, en Amérique latine en tout cas, des mouvements autochtones et de la montée des mouvements autochtones et des identités autochtones à partir du début des années 90, autour
des célébrations de la colonisation, les célébrations, enfin, les 500 ans de la colonisation des Amériques. Et à partir de ce moment-là, il y a une manière de concevoir le rapport à la terre et à ses ressources et aux communautés qui habitent un espace, dans les Amériques en tout cas, qui est fortement inspiré par la vision autochtone de cette relation-là, mais qui est maintenant partagée de plus en plus par des communautés non autochtones. Et je ne sais pas, je me suis rendu compte en écoutant Sarrazin et Bernard ce matin, que je ne sais pas si c'est une vision strictement américaine du territoire et du changement de paradigme, ou si c'est quelque chose qui est valable sur d'autres continents aussi. Est-ce qu'on a vécu un processus analogue de reconceptualisation du territoire, ou est-ce que l'expérience américaine a influé sur la manière de voir le territoire ailleurs, ou est-ce que c'est quelque chose qui est strictement cantonné aux Amériques? Mais je pense que c'est quelque chose qui a foncièrement transformé la vision des luttes autour des ressources naturelles. Et c'est prolongé maintenant par tout le mouvement sur les biens communs qui remettent fortement en question l'étiquette même de ressources. On ne parle plus de ressources. On ne peut pas séparer le naturel de sa manière d'être envisagé, défini, construit par les communautés. Donc ça forme un tout. Donc je pense que ça pose un certain nombre de questions ou des débats qui n'ont été qu'effleurés ici aujourd'hui, mais qui pourraient être prolongés éventuellement. Et ce que ça a emmené aussi, c'est toute la question du consentement préalable, qu'on ne trouve pas finalement concrétisé dans aucun des cas qu'on a examinés aujourd'hui. On peut parler de consultation. Dans certains cas, il y a des consultations qui peuvent être plus ou moins de bonne volonté de la part des pouvoirs publics, mais le consentement qui est revendiqué principalement par les peuples autochtones, mais de plus en plus aussi par d'autres communautés qui envisagent leur relation avec les industries extractives sous le prisme du territoire. Et ce débat-là sur les stratégies de comment obtenir, comment réaliser cette revendication du consentement préalable reste une question ouverte aussi, mais qui sous-tend plusieurs des mobilisations actuelles autour des industries extractives. Deuxièmement, j'ai quelque chose qui m'a fait réfléchir. Je ne me souviens pas dans quel panel c'était soulevé. C'est la question de l'absence sélective de l'État. Et je pense qu'il y a quelque chose à problématiser autour de cette idée d'absence sélective de l'État aussi, parce que je pense qu'on peut aussi l'envisager sous l'angle d'une réarticulation des rapports de gouvernance. Il y a peut-être non pas une absence sélective, mais une structure, un modèle très cohérent qui est derrière ces absences-là,
un transfert de responsabilité autrefois de l'État vers les entreprises privées. Et il y a plusieurs écrits en Amérique latine qui explorent le nouveau modèle qu'ils croient déceler dans les relations entre les entreprises minières et les gouvernements locaux en particulier, mais aussi au niveau national. Donc, ce ne serait pas une série d'arrangements ad hoc, mais un nouveau système de gouvernance qui se produit principalement dans des contextes d'exploitation, de grande dépendance au fait des États envers les compagnies extractivistes sur leur territoire. Une troisième chose qui m'a frappée, c'est il y a eu énormément de références à différentes transformations des systèmes de justice. Et on a abordé ça sous un angle un peu anecdotique, mais je pense que c'est extrêmement important et ça traverse évidemment les problématiques des trois panels. Dans un contexte d'extractivisme, on assiste à énormément de réformes des lois, de redéfinition des concepts qui sous-tendent les lois. Et on peut parler de criminalisation, de terrorisme, de redéfinition, en fait, je pense, des paramètres des espaces publics, entre autres, dans les contextes où les gouvernements dépendent des industries extractives. Mais il y a aussi, et ça c'est la communication de Jimena qui met ça très en lumière, c'est la question des conflits comme pouvant être des moments de constitution de nouvelles identités et même de nouvelles communautés. Et je pense que ça a été effleuré dans la discussion sur le dernier panel, mais aussi on le voit à travers les présentations dans le panel avec Constantia et Patricia. Ces conflits sont des mouvements terriblement difficiles pour les communautés, mais en même temps, ça produit de nouvelles identifications, de nouvelles alliances et finalement de nouvelles définitions des communautés plus larges avec des intérêts qui sont transformés par rapport à ce qu'étaient ces communautés avant le conflit. Donc, le conflit peut être créateur aussi de nouvelles visions de l'avenir. On a mentionné aussi l'idée de donner la voix et comment le rôle de certaines de nos recherches est de donner la voix à ceux qui vivent ces problèmes-là. J'ai pensé aussi à ce que j'ai constaté au Pérou dernièrement, comment dans certains contextes, les chercheurs de l'extérieur, au lieu de donner la voix, doivent prendre la parole à la place de chercheurs nationaux. Dans un contexte comme le Pérou, où actuellement les lois deviennent de plus en plus répressives et empêchent les chercheurs de critiquer les politiques gouvernementaux, les politiques extractivistes, les projets miniers particuliers, etc., sous peine de prison de 10 ou 15 ans. C'est peut-être notre rôle en tant que chercheurs qui nous intéressons à ces questions-là, de prendre la parole quand les chercheurs au niveau national ne peuvent pas le faire. De peur de la répression. Et puis finalement, je pense qu'il y a une question qu'on n'a pas soulevée et c'est
quel sera l'avenir de ces sociétés dépendantes de l'extractivisme très prochainement avec le désinvestissement qu'on est en train de voir dans le monde extractiviste, avec la chute des cours des matières premières au niveau international. Qu'est-ce qui va arriver de toutes ces mines ou toutes ces explorations qui vont être abandonnées par les compagnies étrangères qui ont investi parce que maintenant ce n'est plus rentable d'extraire les minéraux, par exemple. Les communautés vont faire quoi avec cet héritage de destruction de leur milieu naturel, de leur territoire? C'est une question aussi qui renvoie un peu à ce que Manuel a soulevé dans sa présentation par rapport à la difficulté de trouver une alternative, un modèle de développement qui ne soit pas basé sur l'extractivisme. En Bolivie, on ne sait pas trop pourquoi. Moi, en tout cas, je ne sais pas pourquoi. Peut-être que Manuel le sait. Pourquoi le gouvernement a abandonné la recherche d'un modèle alternatif à l'extractivisme? Mais on semble être dans une cul-de-sac par rapport à la réflexion sur une alternative non extractiviste, non capitaliste de développement ou d'avenir des territoires. Et je pense que ça devrait faire partie de notre agenda de recherche pour les années qui viennent. Je peux rebondir sur quelque chose que Nancy disait, la centralité de la notion d'absence sélective qui vient, en fait, nous on l'a repris du travail de Zodblowski qui travaillait sur le Pérou 2007 et ça a été extrêmement important pour décortiquer le type de retrait programmé et sélectif qui était voulu par les institutions multilatérales quand ils ont fait des réformes des codes miniers, mais on l'a réapproprié, c'est central dans l'analyse qu'on a fait de ce qui se passe au Canada, avec le type de réglementation que l'on a, où il y a un transfert de responsabilité publique vers le privé. Donc c'est intéressant de voir comment ces termes utilisés dans des contextes assez différents que les nôtres nous éclairent sur nos propres réalités. L'absence sélective de l'État qui a commencé dans les 90 ont mené à deux choses très importantes qui ont été le sujet de vos interventions aujourd'hui. C'est un, la décentralisation au niveau municipal qui mène à ce que Marie-Dominique a parlé et aussi à la reconnaissance de toute une politique multiculturelle envers les autochtones. C'est une espèce de petit paradoxe du néolibéralisme et dans ce retrait de l'État qui a donné à céder des espaces qui ont servi comme ressources qui se jaillissent aujourd'hui dans ces conflits extractivistes. Donc il y a une espèce de lame à double tranche. Encore une fois, moi c'est Kuruma Yakuba. Je suis étudiant en maîtrise en sciences économiques à l'UQAM, en même temps ingénieur des mines. J'avoue que c'est une conférence pour laquelle moi je me réjouis beaucoup parce que les sujets abordés, franchement, je les trouve très, très pertinents et enrichissants. Bon, sauf que après tout, moi ça me laisse finalement une impression. En référence surtout au contexte du secteur minier guinéen. Peut-être que ça dépend des réalités de chaque pays, mais quand je prends par exemple les sujets concernant l'acceptabilité sociale ou les mouvements de résistance ou d'opposition des autochtones, en Guinée, en fait, les communautés locales ont toujours fait manifester leur adhésion à l'implantation de telle ou telle société dans leur localité. La politique qui est mise en place là-bas, je trouve que c'est ce qui fonctionne, disons, parce que quand on prend le processus de consultation, ça se fait avec les communautés, ça se fait à deux niveaux.
d'abord au niveau national, où on va réunir d'abord tous les cadres venant des différents secteurs, les ONG, les médias, pour essayer de dégager les préoccupations qui peuvent être prises en compte dans l'implantation de telle ou telle société. La deuxième étape, on va aller maintenant au niveau des communautés locales, où il y aura aussi des communications larges par rapport aux avantages et inconvénients de l'implantation du projet. Mais en fin de compte, les communautés, franchement, manifestent une adhésion totale. Certes, il y a des conflits, au niveau du secteur minier, mais les conflits en Guinée, c'est plutôt d'ordre de réclamation de l'emploi des communautés locales. C'est ce qui est beaucoup plus récurrent en Guinée. Mais pour ce qui est de l'implantation de la société dans la zone, les communautés, j'avoue que ça les laisse, elles adhèrent pratiquement à une telle activité. Donc, je ne sais pas dans les autres pays si c'est les réalités sociologiques qui font que des fois il y a des résistances, ou bien si c'est un manque de volonté politique pour faire en sorte que les lois, les législations qu'on va mettre en place soient beaucoup plus participatives au niveau des autochtones. Je ne sais pas si c'est là, il y a un peu de faille, mais les réalités sont un peu différentes chez nous. C'est pourquoi je disais que ça me laisse une grande impression. Mais le sujet, franchement, c'est enrichissant et je crois que c'est bon d'ouvrir des panels comme ça pour réfléchir sur ces sujets. Je vous remercie. Moi, j'étais pas là ce matin quand il y a eu mention de l'absence sélective de l'État. Je sais pas si ça avait été mentionné, mais bon, quand vous en avez parlé ce qui m'est venu en tête tout de suite, c'est le déploiement de l'appareil répressif de l'État aussi. Donc, l'État qui n'est pas là pour consulter, mais quand les gens sont pas contents, bon, il y a des états de siège ou des répressions de manifestations. Puis bon, j'avais peut-être juste deux petits points Madame Campbell, quand vous parliez des codes des codes miniers qui sont vieux ici, là, qui datent du 19e siècle, moi, pour avoir été en même temps dans les cercles miniers, ils font souvent référence à la modernisation des codes miniers en s'inspirant aussi du code ici, du canadien. Et bon, c'est quoi? Je suis pas capable de me relire. Mais donc, les discours diffèrent selon d'où on est situé, là. Donc, je trouvais que c'est quand même paradoxal. C'est ça que les minières utilisent le terme modernisation des codes miniers en faisant référence à nos propres codes qui sont très vieux. Puis j'avais peut-être une petite réflexion par rapport à la question de Nancy, vers le post-extractivisme, ou qu'est-ce qui se passe après. Mais je ne sais pas si... peut-être pas par rapport ou après, lorsque les mines sont terminées, mais ça m'a fait penser à tout ce qui est la décolonisation aussi, de rechanger aussi notre vision par rapport aux ressources naturelles ou à l'utilisation là, du territoire pour, en fait, ça me rappelait les écrits qui se font en Amérique latine pour se décoloniser. Puis ça peut être une voie pour y réfléchir davantage, là, mais donc c'était quelques petites réflexions. Je pense qu'en général, Evo, Correa, Dilma au Brésil, un peu partout, ils sont arrivés avec des programmes très progressistes et à un moment donné, ils ont commencé à changer et devenir de plus en plus à droite. Pourquoi? Ça, je pense, il faut approfondir, mais je vais donner quelques idées, là, très disperses, pour essayer de voir pourquoi.
Je pense qu'une des premières choses, c'est des gouvernements qui ont arrivé au pouvoir à un moment donné où il y avait beaucoup d'argent, énormément d'argent. Surtout en Bolivie, quand Evo Morales a pris le pouvoir, on vendait par exemple les gaz, les milliers de pieds cubiques du gaz au Brésil en dollars. Et maintenant, il y a 2 ans, parce que maintenant c'est la crise, mais il y a 2 ans, on vendait les mêmes milliers de pieds cubiques à $12. Donc il y a eu une augmentation des prix des matières premières très importante. On a vendu, en plus, les volumes de ventes ont été énormes et les gouvernements ont eu beaucoup d'argent. Et qu'est-ce qu'on a fait avec cet argent? Je l'ai dit un peu dans ma présentation, on voulait l'investir pour l'industrialisation. Mais on n'a pas fait ça. On a, au contraire, avec cet argent-là, on a fait des routes, je pense que des dépenses en infrastructure. Il y a eu les gouvernements locaux, les gouvernements des départements ont eu beaucoup d'argent qui ont fait les mêmes choses, d'investir dans des œuvres d'infrastructure. Et voilà que toute une nouvelle bourgeoisie a été créée autour, si vous voulez, des dépenses de l'État qui, surtout dans la construction, surtout des entreprises, des ventes de services dans l'État. Et peu à peu, ces mouvements, je pense, qu'ils sont devenus de plus en plus bourgeois, si on parle avec des termes marxistes. Et de plus en plus, il y a eu une sorte des gens qui étaient des révolutionnaires sont devenus de plus en plus de petits capitalistes, et même des moyens et des gros capitalistes. Et je pense que ça a eu une influence dans la mouvance qui appuyait, si tu veux, les gouvernements de gauche dans plusieurs pays de l'Amérique latine. Et une autre chose que je pense qu'il est important de penser, c'est qu'il y a eu une concentration du pouvoir dans les mains d'Evo, dans les mains de Correa ou dans les mains de Chavez. Il y a eu une concentration de pouvoir et qu'il n'accepte de moins en moins la critique. Je pense que Bonny l'a dit, il y a une sorte de je ne sais pas comment on dit, une fermeture des espaces de discussion, rétrécissement des espaces de dialogue un peu partout, non seulement en Bolivie, mais partout, en Colombie, au Pérou, au Chili. Presque tous les gouvernements ne veulent pas de la critique, ne veulent pas, il n'y a pas eu des politiques de transparence dans aucun de ces pays-là. Au contraire, les données sont de plus en plus rares. Avant, il y avait, dans les gouvernements néolibéraux, il y avait même des statistiques beaucoup plus fiables qu'il y en a maintenant. Je pense que les gens voulaient changer le capitalisme, mais c'est l'État qui les a changés, les pouvoirs qui les a changés. Et d'une certaine façon, pour garder le pouvoir, ils sont obligés d'être de plus en plus autoritaires, ils sont obligés d'être de plus en plus, doivent chercher des investissements, doivent avoir de plus en plus des accords avec des entreprises. Et voilà que la gauche est devenue de plus en plus à droite, je veux dire. Mais c'est ça, c'est quelques idées que je lance comme ça, un peu désordonnées. Par rapport à la question, les paradoxes multiculturels, toutefois qu'en Amérique latine, on peut voir une série de politiques multiculturelles instaurées concrètement dans les politiques extractives. Et on a vu que presque tout, pas tout, mais les pays en Amérique latine ont signé la Convention 169 sur les droits des peuples autochtones, avec des nuances par rapport à comment ce cadre du droit international a été pris pour chacun des États. Il y a différentes perspectives et expériences. Mais ce qui a produit, c'est un discours des années 90 à l'actualité sur qu'est-ce que c'est la consultation, qu'est-ce qu'il doit être la consultation, qui est
différent de la perspective canadienne, mais également on voit comment les politiques des minières et même du gouvernement canadien a essayé de se déplacer par rapport à la compréhension canadienne de la consultation, que c'est l'entendement de parties privées qui a essayé d'instaurer cette vision dans les processus de dialogue, on peut parler. Alors, c'est une autre dimension de cette relation de force, des rapports de force qui existent à ce moment par rapport également à la vision d'un droit à la consultation. Et dans l'expérience chilienne, je peux dire que cette contradiction multiculturelle a été, on doit le voir également par rapport à la perspective des mouvements autochtones surtout, qui ont passé pour un large processus pour voir que cette cadre pourrait être une stratégie. Est une manière de défendre et de conceptualiser alors c'est ce qu'elles veulent comprendre comme leur droit. Alors, je vois de cette manière que les politiques multiculturelles ont été ou peuvent être également un élément qui les mouvements autochtones vont prendre pour alors interpeller l'action de l'État. Et justement, dans ces cadres, est-ce que pour beaucoup de mouvements au Chili, l'intromission canadienne par rapport à le rôle des entreprises dans le processus de consultation a été extrêmement refusée. Dans le cadre mapuche, on voit une grande différence dans le cadre d'autres peuples qui surtout sont plus au nord, dans le contexte minier, où les entreprises ont commencé à faire le style de mémorandum d'entendement qui développe ici au Canada. Alors, je vois également ici une autre contradiction des rapports de force. J'aimerais répondre peut-être à Nancy Thiede sur les perspectives ouvertes sur le futur. Et là, j'ai lu récemment dans le dernier magazine Foreign Policy un article très intéressant qui s'appelle Asteroid Miner's Guide to the Galaxy. Et en gros, on parle là-dedans d'extractivisme futuriste avec une sorte de fabrique humaine du machinisme intergalactique, avec au cœur de cette opération extractive intergalactique une compagnie qui est liée à la NASA américaine et qui s'appelle Deep Space Industries. Alors en vous écoutant, j'ai rapidement consulté le site web de Deep Space Industries. Et Deep Space Industries nous pose la question « Why mine off Earth ?» Pourquoi extraire finalement de la valeur en dehors de l'espace terrestre? Et il y a deux raisons principales. La première, c'est que la plupart des ressources minières qui sont présentes sur Terre sont des ressources qui sont nées de chutes d'astéroïdes sur la Terre. Alors pourquoi ne pas aller directement à la source? Et aujourd'hui, nous avons les capacités techniques pour aller à la source et aller directement extraire sur les astéroïdes du silicium, du nickel, du fer, etc. Et d'autre part, c'est beaucoup moins polluant, puisqu'on n'extrait pas de la valeur sur Terre avec toutes les considérations écologiques que ça représente, mais on va extraire sur des astéroïdes qui sont éloignés de notre présence physique sur Terre. Le voyage pourrait prendre de 2 à 4 ans. Et alors Deep Space, on est en plein dans le futurisme. Deep Space propose l'impression en 3D de bases extractives sur ces astéroïdes-là. Donc ils vont utiliser les ressources qui sont extraites sur ces astéroïdes pour financer, pour construire ces bases-là et contribuer à alimenter le voyage du retour. Donc là, il y a un projet de développement durable à travers l'extraction des astéroïdes. Donc, les communautés locales ne vont pas à moins qu'on ne les ait pas à moins qu'on ne les ait pas encore découvertes. Hein. Il y a toujours The Dark Side of the Moon, vous savez bien. Mais Le coût de tout
ça sera financé par les trop-pleins du capitalisme qui ne sait plus où investir son argent, comme Rémi a mentionné Exactement. justement. Exactement. Est-ce que c'est indiqué si la Deep Space est au lieu du Deep Sea parce que la prochaine étape très proche, c'est les fonds marins. Et là, ça pose d'énormes problèmes. On en parlait déjà dans les années 70. Oui, mais là, des gens en Nouvelle-Calédonie peuvent vous dire que c'est pas loin, c'est très près. Alors voilà, je voulais tout simplement partager avec vous ces informations parce que je trouve que ça quand même assez fascinant. Et si c'est publié dans Foreign Policy, c'est quand même... ça commence à être mainstream. C'est sérieux. Bon. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions ou commentaires. Je pense qu'après ça, tout est dit. Oui. On n'a plus qu'à reconnaître le travail qui a été fait par le comité d'organisation et puis saluer le fait qu'à l'intérieur d'une faculté, il y a une telle floraison d'équipes et puis de perspectives très comment dire, actives et qui cherchent à renouveler ce qu'ils ont fait par le passé. Et donc, on espère que cette rencontre va être la première d'une série, comme il a été dit, qui nous réunit avec des gens de tous les continents. Alors, merci de votre présence et à une prochaine fois, j'espère.